Salut et bienvenue sur Data from Scratch pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des 7 anti-patterns qui vont tuer ton projet. Bon, déjà, tu dois te demander qu'est-ce que c'est qu'un anti-pattern. Un anti-pattern, c'est globalement tout ce que tu ne devrais pas faire sur un projet en tant que data engineer. Je t'en parle parce que c'est des choses qui sont très fréquentes de faire ces éléments ou en tout cas de les omettre. Donc c'est mieux que tu les saches, surtout si tu es débutant, mais ça vaut aussi pour des gens qui sont intermédiaires, expérimentés, experts. Parce qu'on va pas se mentir, on est tous capables de faire ces erreurs. Avant de te délivrer ces 7 points, je vais te parler des 4 actions à faire. Première action à faire, c'est mettre un maximum de likes à cette vidéo. Deuxième action, c'est t'abonner. Troisième action, c'est de partager au maximum parce que je suis sûr qu'en fait, elle va être utile à un maximum de gens. Et quatrième action, c'est mon cadeau gratuit. Dans mon cadeau gratuit, tu trouveras plein d'informations pour devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Tu trouveras des informations sur les diplômes, les salaires, les compétences à avoir si tu veux rentrer dans ce genre de métier. Crois-moi, il y a plein de choses à connaître et justement, je t'ai récapitulé tout dans ce cadeau gratuit que tu trouveras en description. Vas-y, va choper ça, ce cadeau n'attend que toi. Donc oui, les anti-patterns, c'est globalement ce que tu ne devrais pas faire sur un projet. Et justement, on va commencer par un premier point. Le premier point, c'est négliger la documentation. Oui, ok, je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais la documentation, c'est important. Tout ce que tu devrais faire, donc c'est-à-dire tout ce que tu réalises sur un projet en data, surtout en data engineering, devrait être documenté dans un Confluence ou dans d'autres logiciels qui te permettent de juste mettre de la documentation technique. Tout simplement parce que ton savoir que tu as dans le cerveau, tu dois le transmettre et le transmettre dans une doc. La documentation, c'est souvent l'élément le plus facile pour transmettre de la connaissance, tout simplement. Donc, documente un maximum, mais documente logiquement. Documente ce que tu as réalisé. Ne documente pas de manière superficielle, super important. Donc ça, c'est mon premier point. Deuxième point, c'est omettre les besoins business. Oui, en tant que data engineer, tu es là pour fournir de la donnée, transformer, de la stocker, etc. On ne le fait pas pour du beurre, on ne le fait pas pour rien. Donc tu dois être conscient des besoins business, prendre les feedbacks des clients qui utilisent tes données, est-ce que telle ou telle règle ont été mises en place. Il est important d'être conscient que les utilisateurs finaux, c'est eux qui ont besoin de la donnée. C'est pas toi en tant que data engineer. Toi, tu es là finalement pour leur servir de la donnée, que ce soit les utilisateurs finaux, que ce soit les data scientists, data analysts ou d'autres profils comme les product managers, etc. ou même des clients externes à ton entreprise, c'est important de pouvoir comprendre le besoin des utilisateurs et de t'ajuster en conséquence. Troisième point, c'est négliger la qualité de ton code et ne pas versionner ton code. Bon, déjà, le data engineering, c'est déjà assez compliqué comme ça pour que tu fasses du code poubelle. Donc, prends le temps d'avoir des bonnes naming conventions. Donc, de t'aligner avec tes collègues pour que vous codiez de la même manière, parce que sinon, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Ensuite, tout code doit être simple, simplifiable, si possible. Ne pas over-engineering, comme on dit en anglais, parce que ça ne sert à rien. Complexifier le code pour le complexifier, ça ne sert à rien. Donc, réaliser un code le plus simple possible. Et ne pas versionner ton code avec Git. Clairement, si tu ne réalises pas cette tâche, tu vas être dans le caca. Parce que sinon, tu vas avoir beaucoup de difficultés, clairement je te le dis, à maintenir une application, une infrastructure de data, ou même de software engineering, ou même de code en règle générale. Tu vas avoir du mal à collaborer. Donc ça, c'était le troisième anti-pattern. Donc quatrième anti-pattern, c'est résister au changement. Et c'est le manque aussi de collaboration. Bon, en tant que data engineer, on travaille sur des technologies qui évoluent très rapidement. Honnêtement, toutes les 2 semaines, tous les mois, on va avoir des nouvelles releases, des nouveaux produits, on va avoir des nouvelles solutions à connaître probablement, ou en tout cas être conscient et faire de la veille. Résister au changement en tant que data engineer, c'est clairement de tirer une balle dans le pied et tirer une balle dans le pied de ton projet. Donc tu dois être capable de t'adapter, tu dois être capable de te former de manière continue et tu dois être capable de collaborer parce que non seulement ta connaissance va te permettre d'aider l'équipe, mais les connaissances de l'équipe vont permettre de t'aider. Et donc oui, on dit souvent que les informaticiens, en tout cas les devs, sont des gens plutôt introvertis ou en tout cas plutôt timides, mais dans ce cas-là, il n'est pas question de ne pas collaborer et il faut prendre le temps de faire des retours, de travailler en équipe pour pouvoir avancer le plus loin possible. Oui, parce que comme on dit, seul on va plus vite, mais en équipe on va plus loin. Cinquième anti-pattern, c'est ne pas faire des tests. Et je te parle de tout type de tests sur un système de data engineering. C'est capital. Si tu ne fais pas de tests, tu vas juste fournir un produit, un data product qui va juste être poubelle. Donc déjà de 1, tu as les tests de qualité de données, parce que oui, la qualité de données, c'est super important. Donc en type de test de qualité de données, tu as les tests de validité, qui assurent que des données soient bien valides, tout simplement. Quand je te dis valide, c'est en termes de règles métiers, c'est en termes de règles techniques, tout ça. On va regarder si les données répondent bien à ces règles.
Tu as aussi les règles d'unicité. Les règles d'unicité, c'est globalement regarder si on a des doublons lorsque c'est pas prévu. Si dans ta base de données, dans tes tables, tu as des doublons et c'est pas prévu, tu devrais les détecter. Les règles fonctionnelles. C'est autour du fonctionnement technique de ton code. Donc tu vas par exemple avoir les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est regarder si chaque élément de ton code, chaque élément unitaire de ton code fonctionne correctement. Donc ça va se faire avec PyTest par exemple. Et tu as les tests de bout en bout, où tu vas exécuter un scénario prévu et regarder si c'est bien le résultat attendu que tu as. Ensuite, tu as les tests de performance. Quand tu es data engineer, souvent tu peux ingérer des milliards de lignes, des millions de lignes, et ça fait beaucoup de volume. Donc tu dois être capable de faire des tests de charge. Donc c'est tester si le système que tu viens de monter est capable d'assurer la charge comme prévu. Oui, parce que si tu ingères 10 lignes, ou que tu ingères 1 million de lignes, ou que tu ingères 1 milliard de lignes, c'est pas du tout la même chose. Donc tu dois être capable d'ingérer et d'analyser le nombre de volumes que ton système supporte et de trouver le point de rupture pour agir en conséquence si jamais ça arrive vraiment en production. Tu as le test de latence. C'est globalement combien de temps ta donnée met pour arriver d'un point A à un point B. C'est tout simplement la latence. Que ce soit en batch ou en streaming, tu devrais savoir combien de temps met ton ETL à tourner par jour, s'il tourne par jour, ou par heure, s'il tourne par heure, et l'optimiser si besoin. Bon là, on a vu cet anti-pattern de test, je te le dis, c'est vraiment très important les tests. J'ai envie d'en faire un sujet complet, mais je ne sais pas si ça t'intéresse, donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Justement, passons au 6e anti-pattern. Et le 6e anti-pattern, c'est le manque de monitoring. Oui, parce que je t'ai parlé des tests juste avant, mais le monitoring est tout aussi important. Le monitoring, c'est-à-dire le suivi de ton système au quotidien. Tu devrais monitorer tes ETL au quotidien pour détecter les problématiques qui pourraient arriver justement durant un chargement de données. Et justement, durant ce monitoring, tu dois mettre un alerting. Un alerting cohérent, c'est-à-dire recevoir des mails, recevoir une alerte sur Teams, recevoir une alerte sur Slack en tout cas. Être capable de surveiller ton produit, ton data product, surveiller la santé afin d'agir en conséquence. Et bien évidemment, tu fais ça avec les metadata. Oui, parce que les systèmes eux-mêmes créent des données. On appelle ça des metadata. Et donc, il est important de récupérer ces métadonnées et de les mettre dans un système comme Grafana ou Datadog pour pouvoir suivre la santé de l'ensemble de tes technologies. Et tu peux le faire sur toutes les technologies. Tu peux récupérer des données d'Airflow, de Spark, de Google Cloud, d'AWS, de Databricks, Postgres, de MySQL, bref, de plein de produits techniques et les centraliser à un endroit pour pouvoir surveiller leur santé. Et pareil, tu peux réaliser ces mêmes actions sur tes ETL. Tu peux stocker quand tes ETL commencent, quand ils arrêtent, quand ils tombent en erreur, pourquoi ils tombent en erreur, combien de temps ils mettent, etc., etc., etc. Ne pas réaliser ce monitoring, c'est typiquement se tirer une balle dans le pied. 7e anti-pattern, c'est tout simplement la mauvaise gestion des ressources. Quand je dis des ressources, c'est de ton infrastructure. Oui, parce que de plus en plus de projets se font dans le cloud, mais le cloud, ça coûte une blinde. Que ce soit sur du AWS, GCP, Azure, Databricks, Snowflake, etc. Tôt ou tard, si tu ne surveilles pas tes coûts lorsque tu transformes les données, tes coûts lorsque tu les stockes, tes coûts lorsque tu utilises la donnée. Bref, tous ces coûts vont exploser de manière exponentielle. Et quel que soit ton niveau, que ce soit débutant, intermédiaire, expert, enfin senior, bref. Je pense que ça arrive à tout le monde de lancer une instance et d'oublier de l'éteindre et ce genre de truc, ça peut te coûter des centaines de dollars, des centaines d'euros. Et c'est des centaines de dollars ou euros que tu pourrais économiser. D'ailleurs, que ce soit à côté professionnel, si jamais tu travailles dans le monde professionnel et que tu travailles dans le cloud, ou côté personnel, il se peut que tu aies aussi un free tier, je sais pas, d'AWS et que tu aies oublié d'éteindre une instance. Pareil, ça va te coûter une blinde. Donc, il faut vraiment faire attention au coût d'utilisation dans le cloud. Donc, 2 éléments auxquels tu devrais faire attention lorsque tu utilises des éléments dans le cloud. C'est optimiser ton stockage, c'est-à-dire que si jamais tu as de la donnée qui est stockée dans un système et que tu ne l'utilises pas, n'hésite pas à la mettre sur un stockage, on va dire, vraiment froid, comme par exemple, je sais pas, AWS Glacier, qui pourrait réduire tes coûts de stockage. Ça peut être intéressant. Autre élément que tu pourrais optimiser, c'est ton processus de données, ta transformation, ton ETL, tes data pipelines. Tout simplement parce que c'est là où la complexité se cache et c'est là où souvent les coûts se font le plus sentir. Tout simplement, imagine, tu crées un data pipeline en Spark qui est en batch et tu ingères 3 millions de lignes par jour. Tu devrais être capable d'optimiser ce process pour le rendre le plus efficient possible en termes de CPU et en termes de RAM parce que ces optimisations vont pouvoir réduire véritablement tes coûts. Et c'est quelque chose de très très important qui va être souvent sous-estimé par les data engineers. Bref, je t'ai parlé des 7 anti-patterns, mais il y en a encore plein. Il y a plein de choses que tu ne devrais pas faire et que tu n'es pas forcément conscient. Mais je trouvais que déjà 7 points, c'était déjà pas mal. Donc sur ce, je te demande de partager au maximum, vraiment au maximum, cette vidéo, parce que je suis sûr qu'elle va te servir à beaucoup de monde.
Également, tu trouveras aussi mon cadeau gratuit en description dans lequel je te mets plein d'informations justement sur les métiers de la data. Et je te parle à différents postes et comment devenir data scientist, data engineer ou data analyst. Bref, c'était Willis pour Data from Scratch. Je te dis à la prochaine. Bye.